routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin à la gare routière de l'information avec mes confrères. Et ce matin, vous verrez que nous allons encore insister sur la sécurité routière. Le mal ronge toujours le pays. Eh bien, on va en parler avec les confrères en studio et beaucoup d'autres sujets également. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lemay avec mes confrères en studio. Mais pour l'instant avec nous, c'est Acha Ibrahim. Bonjour Acha. Bonjour Saint-Éric-Gator, bonjour aux éditeurs auditrices, bonjour à mes confrères qui vont arriver. C'est ceux qui sont en train de nous suivre exactement. Dans le taxi en arrivant. Merci d'être là. Avant d'aborder les sujets qui sont donc à l'ordre du jour ce matin, je voulais qu'on revienne sur un problème dans une localité, c'est dans les Monts, où l'érection, on va dire l'aménagement donc d'un bassin, bon pour être précis, d'une cascade, est en train de poser un problème entre l'autorité et les villageois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, bien évidemment, nous avons été saisis par ce problème. Il s'agit d'un projet d'aménagement du bassin, ou bien plutôt de la cascade de Sako. Okay. En fait, la cascade s'appelle la cascade de Sako. C'est dans la préfecture de Meaux, plus précisément dans le canton de Boulou. Donc, il y a un projet du ministère du Tourisme pour aménager cette cascade, et je pense que c'est une très bonne chose quand on parle de l'aménagement d'une cascade à des fins touristiques. C'est pour aller vers le développement du milieu. Donc c'est un projet a priori noble et qui est de nature à amener vers le désenclavement du milieu, parce que vous savez que la préfecture de Meaux depuis fort longtemps était presque enclavée, mais avec les efforts des autorités togolaises, les choses semblent aller, parce que avec l'érection même d'une préfecture là-bas et avec des travaux aussi qui ont été conduits, et tout semble aller, et je pense que c'est une très bonne chose. Seulement, quand il y a un projet d'aménagement de cette cascade, en principe, ça doit s'ancrer dans la logique du milieu. Vous savez, les projets de développement doivent s'ancrer dans la logique du milieu. Donc, la cascade s'appelle Sako. Mais si aujourd'hui, on change de nom, on donne le nom un autre nom à la cascade s'appelle, selon les papiers, les documents que nous avons visés, la cascade de Suruku. Oui. C'est étranger vraiment aux natifs du milieu, aux autochtones du milieu, et ça fait que ça crée des tensions. Et ces tensions-là ne sont pas de nature à préserver la cohésion sociale que les autorités togolaises sont en train de prôner pour la bonne marche de la République, pour la stabilité de notre pays. Vous savez, quand les communautés commencent par revendiquer un certain nombre de choses au point de vue culturel et coutumier, ça crée des frustrations, et l'évacuation de ces frustrations, vous savez généralement ce que cela entraîne. Ça entraîne des troubles et tout ça là, et nous ne voulons pas ça pour notre cher pays qui prône la paix. Le chef du milieu est catégorique. Selon lui, la cascade s'appelle la cascade de Sako. Oui. Et vous savez, quand on parle de cascade, il y a une rivière en même temps en amont. Exact. Et la rivière même s'appelle Sako. Donc il trouve vraiment illogique que l'aménagement qui veut être fait veut attribuer notre nom
à cette cascade. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et figurez-vous, la cascade est un lieu sacré pour le milieu, selon les informations que j'ai eues. Même ceux de la diaspora avec qui j'ai échangé, on dit la cascade a toujours porté le nom de cascade de Sako. Qu'ils ne savent pas pourquoi aujourd'hui, on veut attribuer le nom de Suruku à cette cascade. Et donc, ça crée des tensions dans le milieu. Et vous savez, quand on parle d'une localité, il y a les natifs, il y a les autochtones, il y a les allogènes. Exactement. Et parfois, quand la nature bénit les allogènes et ils veulent se considérer comme les plus en vue dans la société, vous voyez, ça crée souvent des tensions et il faut souvent faire profil bas lorsqu'il s'agit des fétiches et de lieux sacrés d'un milieu. Il faut vraiment faire extrêmement attention pour ne pas réveiller les démons qui dorment. Moi, je pense que dans ce cadre, nous souhaiterons que le ministre en charge du tourisme, dans les études de faisabilité, parce qu'il y a déjà un projet d'étude de faisabilité, revoit l'appellation, appelle les natifs du milieu, surtout le chef de Boulot. Ensemble, je pense qu'ils vont essayer de mieux réfléchir sur le projet, voir tout ce qu'il y a comme frein à ce projet. Et je pense que éventuellement ça pourrait être un projet viable qui va profiter vraiment à la localité. Je voulais préciser un certain nombre de faits, surtout quand je parle de la cascade d'Akouloa par exemple. C'est dans le village d'Akouloa. La rivière s'appelle Akouloa aussi. Exactement. Ça traverse Tomingbe et tout ça là. Mais il y a aussi Pimé, par exemple. Oui, il y a Pimé aussi. Le village aussi qui s'appelle Pimé. Et donc cascade de Pimé. Voilà. Donc la cascade de Sako par exemple, il y a la rivière Sako. Mais si on change de nom tout de suite, ça va créer des problèmes. Parce que autant de Feu Eklo, Kounale Eklo, qui était un cadre, un dignitaire du milieu, il était de Tomingbe, il était très influent et tout, devait passer par Tomingbe. Mais il n'a pas interféré dans ces histoires. La cascade a gardé son nom et il y a une historique derrière une cascade. Derrière tout lieu touristique, il y a un narratif qui accompagne. Donc, si, figurez-vous, les touristes qui vont aller à la cascade qu'on nomme Mosuruku, ils vont se perdre parce qu'il n'y aura pas vraiment un narratif autour de ça, il n'y aura pas une historique qui va accompagner le lieu. Les touristes ne viennent pas pour voir seulement la chute d'eau, ils viennent pour comprendre un certain nombre de contextes, un certain nombre d'historiques qui accompagnent le lieu touristique. Et même dans les documents qui seront faits pour attirer les touristes, ou bien pour attirer tout visiteur, arrivé dans le milieu, il doit avoir un aperçu historique là qui va vacciner et qui va amener les gens à aller visiter la cascade en question. Et la cascade de Sako dont on parle, les informations qui m'ont été fournies, c'est que il y a des divinités là-bas, il y a des fétiches là-bas. Et quand le milieu, les villageois ne sont pas d'accord avec l'appellation, il se peut qu'ils aillent vers, je vais rentrer un peu dans la métaphysique, s'ils font des rituels, des cérémonies là-bas, peut-être que bon, la cascade peut tarir, je suis dans le métaphysique, et il y a des choses qui accompagnent et c'est pas bien. Je pense que pour la paix sociale et tout ça là, et ce projet d'aménagement doit revoir un peu, en tout cas des aspects, notamment discuter avec les gens de la localité et tout ça là, pour que demain, après aménagement, que ce lieu-là ne soit pas de nid de serpents et d'abeilles et tout ça. Nous en avons vu dans certaines localités lorsque les autochtones ne sont pas d'accord avec un certain nombre de projets qui s'installent dans leur milieu. Voilà le problème qui se pose actuellement et on indexe une grande personnalité qui se trouve être un point focal du parti en vue. Donc ça crée en même temps aussi d'autres considérations politiques. Nous ne voudrons pas qu'on aille vers là. La paix sociale dans notre pays, je pense que nous devons sauvegarder cela. Et c'est vraiment important de relever ce sujet. Parce que même il y a pas longtemps, je crois, il y a des vidéos qui circulent sur TikTok et Facebook. Je crois j'ai vu quelques-unes où même dans cette localité de Meaux, naturellement, il y a certains qui sont organisés qui cherchent à vouloir changer le nom des villages. Donc je pense que nous avons vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une très bonne chose. Je pense que on doit garder raison lorsqu'il s'agit des us et coutumes, lorsqu'il s'agit de tout ce qui a existé de par le passé et qui fait partie du patrimoine culturel et historique des milieux. Lorsque à un moment donné vous gagnez en influence au point de vue social ou politique,
n'essayez pas d'empiétrer sur les logiques qui existaient dans le milieu. Je pense que c'est ça qui entraîne souvent des conflits communautaires, des conflits entre ethnies, des conflits entre, je veux dire que des communautés. Et ça, ce n'est pas du tout bien pour notre pays. Vous savez, la paix, elle est très indispensable pour notre pays. Et tout individu qui va poser des actes et de manière qui va tendre à compromettre la paix sociale dans notre pays, je pense qu'il va falloir que très tôt, on arrête les ardeurs là, et pour que nous n'en arrivons pas à des situations de drame. Et pour la cascade de Sako, effectivement, c'est le problème qui se pose. Il y a une rivière qui s'appelle déjà Sako, et la cascade est là-bas. Les autochtones du milieu ont dit que depuis la nuit des temps, et certains même sont allés même parler du 14e siècle. Vous comprenez qu'ils sont très rattachés au milieu. Donc quand il y a ce problème, on veut changer de nom du coup et on ne veut pas associer les villageois qui se réclament de cette aire géographique autour de la cascade parce qu'ils disent que c'est un lieu sacré, c'est leurs fétiches qui sont là-bas et tout ça là. Quand on ne les associe pas dans le projet d'aménagement, je pense que ça va fausser les données et le projet de développement ou bien l'idée de développement qui sous-tend ce projet peut être foutu. Et là, vraiment, ce n'est pas une très bonne chose. Pas une très bonne chose. Merci beaucoup, Acha Ibrahim, pour ce petit sujet-là qui concerne donc cette localité de Mo avec les difficultés. Et donc, on va prier gentiment les autorités à s'harmoniser avec les populations. Tout à fait, tout à fait. Ça ne sert à rien qu'il y ait des conflits. Bon, voilà, des tensions inutiles dont on n'a pas besoin. Bien sûr. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État, Olivier Adja. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État, Eric Gator. Bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute et salutations à mon confrère Acha Ibrahim. Merci de nous avoir rejoints. On sera aussi rejoint tout à l'heure par Isidore Sassou à Kolor. Mais on va évoquer ce sujet d'actualité, c'est la circulation routière, la sécurité sur nos routes et tout ce qui va avec. Et depuis plusieurs jours, on en parle parce que les routes togolaises ne cessent de tuer. Et pour chacun de nous, c'est un drame finalement que d'avoir des citoyens qui quittent leur maison et qui ne reviennent pas le soir parce que par la faute de X ou Y, ils laissent leur peau. Il y a cette histoire de radar qui est venue ces jours-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez déjà. C'est un élément qui peut dissuader les uns et les autres. Olivier? Oui, a priori, l'histoire du radar n'est pas une mauvaise décision. Et certainement que c'est pour régler les problèmes que nous tous nous avons constatés. Oui. Nos routes sont devenues très accidentogènes. Exact. Et elles tuent donc par centaines les citoyens togolais. Donc, il fallait faire quelque chose. Et chaque année, on voit que l'État, ou du moins le ministère de la Sécurité et de la Protection donc, civile, fait des efforts, innove, réfléchit pour trouver des solutions à la question des accidents et donc de la mort sur nos routes. Et cette fois-ci, c'est ce qui a été proposé. Et moi, j'estime que c'est une bonne chose. Le radar n'a jamais été mauvais, ou que ce soit, ou dans quel pays que ce soit. C'est-à-dire que ça joue son rôle. Cependant, et c'est tellement... C'est ce cependant tout le monde attendait, parce que je peux imaginer que les gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens qui se sont insurgés contre le radar. Et je dis que ce n'est pas une mauvaise chose, et a priori, et que bon, voilà, donc beaucoup de pays l'ont déjà expérimenté, ça a donné ses résultats. Mais il faut des prérequis. Pour utiliser le radar, on comprend donc qu'il faut des prérequis. C'est comme, je sais pas trop. Et pour construire une maison, il faut des prérequis. Oui, c'est-à-dire, voilà, donc il faut une bonne fondation avant d'installer la maison que vous voulez construire. Sinon, vous n'allez rien faire et vous allez plutôt perdre de l'argent. Un jour à l'autre, la maison peut donc s'écrouler. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe régulièrement maintenant, où les immeubles tout entiers s'écroulent. Et donc, ce bémol-là, c'est d'abord la qualité des infrastructures routières. Okay. C'est vrai, nous venons de loin, on a essayé de construire des routes à Lomé comme à l'intérieur du pays, mais j'estime que
c'est une infime partie du besoin du pays. Et qu'on on comble. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et la qualité de nos routes ne répond pas du tout. D'abord, en termes de largeur, et nos routes sont vraiment étroites. Et au-delà de ça, il n'y a pas de panneaux de signalisation ou il y a très peu de panneaux de signalisation, pour ne pas dire que ça c'est inexistant, c'est que ça ne c'est insuffisant. D'accord, vous prenez la route d'Adidogo, mais la nouvelle route que Bourg-en-Fa a construite. Vers Segbe à Kato. Voilà, donc les panneaux, du moins la signalisation horizontale existe et elle est régulièrement mise à jour. Je ne sais pas pourquoi chaque 3 mois ou 6 mois il faut encore reprendre, fermer la route, mais bon, c'est mieux que rien. Mais la signalisation qu'on appelle signalisation verticale, elle est pratiquement inexistante. Même les feux de signalisation travaillent, sont des intermittents du spectacle. Donc ils travaillent un peu, ils se reposent un peu, ils travaillent un peu, ils se reposent un peu. Ce n'est pas seulement sur cette route. Au-delà de ça, les panneaux de limitation de vitesse, les panneaux, tous les panneaux d'interdiction de parking ou de stationnement, il y a plein de panneaux qui n'existent pas sur cette route et sur beaucoup de routes. Là déjà, c'est un problème. Nous avons des routes on a construit, de nouvelles routes, mais même l'éclairage public, même parfois, ça joue aussi, comme je l'ai dit, aux intermittents du spectacle. C'est-à-dire, parfois, vous passez, il y a de l'éclairage, parfois, il n'y en a pas. Et on vous dira que voilà, c'est une panne ou c'est quelque chose où il y a des poteaux. Celui-ci travaille, l'autre, la lumière n'est pas là, l'autre, c'est-à-dire, c'est devenu... Donc, voilà tant de choses qu'il faut régler. Au-delà de ça, il y a même l'aspect humain. Quand je dis l'aspect humain, l'aspect fonctionnel d'État. Les policiers qui sont sur nos routes, est-ce qu'ils jouent réellement leur travail? Bien sûr, nous les encourageons, nous les félicitons. J'ai entendu Ambroise, et je crois ici. Donc, parler de leur statut. Donc, et nous ne ferons que ça parce que c'est nos frères, c'est nos sœurs, ce sont des gens qui se battent. Voilà. Jour et nuit. Jour et nuit. Sous la pluie comme sous le soleil. Comme sous le soleil. Donc, nous le reconnaissons. Mais en termes de régulation de la circulation, il y a beaucoup à dire, puisque nous voyons des voitures qui ne devraient pas être en circulation. Et voilà, donc stationner chez le policier, bien sûr, et discuter un peu avec le policier. Ils vont se tapoter le dos, rire, et le gars remonte dans sa voiture et il part. Donc il part. Les gros porteurs qui ne devraient pas circuler à certaines heures de la journée et donc sont sur toutes les routes, même nos boulevards. Bon, ce n'est que, je ne sais pas si ça existe des boulevards au Togo, mais quand même il y a des noms qui portent des noms de boulevards. Donc, bien sûr. Vous voyez de ces gros porteurs là à midi, je ne sais pas, à 7 heures, ils sont là et on leur dit rien. Il y a des voitures qui sont en surcharge, vous ne pouvez pas imaginer. Et ils passent devant les policiers qui les arrêtent, certes, mais bon, après 2 ou 3 minutes, ils se séparent, on se demande si c'était des enfants de même famille ou ils se connaissent d'ailleurs. Donc, ils grillent et il y a plein de choses. Ça aussi, c'est une défaillance que l'État doit régler. Et maintenant, après, voilà, donc, même comment vous appelez la surcharge des véhicules de transport en commun, et nous l'avons dit ici, et donc c'est au vu au-dessous de nous tous que ces véhicules font de la surcharge. C'est au vu de nous tous que ces véhicules font de la vitesse exagérée. Et vous voyez des voitures, des bus de transport qui vont comme c'était Usain Bolt, pardon, je dis pas Hamilton, Lewis Hamilton qui était au volant, et on dirait, donc tout ça là c'est connu de nous tous. Donc voilà les prérequis dont je parle. Ce sont des choses qu'il faut régler en amont. Et lorsqu'on les aura réglés, et maintenant on peut passer au flashage ou bien donc à l'utilisation donc des radars. Des radars. C'est bon les radars, sûr, mais il y a des choses à faire d'abord. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien fait du tout. Et au-delà, l'utilisation même des caméras, c'est une très bonne chose. Mais bon, comment ça va être réglé après? Est-ce que c'est entre amis? Oui, on t'a vu la dernière fois, donc quelque chose. Je ne sais pas, hein. Mais j'ai appris qu'il y a 3 ou 4 carrefours où les caméras sont donc positionnées. Les caméras étaient là depuis. C'est maintenant peut-être qu'on veut les utiliser pour régler
pour régler la question de la route. Sinon, ces caméras, on savait que ça existait depuis. Partout. Ça, c'est un élément. Oui. De deux, ce n'est pas seulement à 3 ou à 4 carrefours qu'il faut dire. Sinon, si moi, j'arrive au carrefour Bojona, je ralentis parce qu'il y a des caméras. Et si j'arrive à GTA, bon, où il y a des caméras là-bas, je quitte GTA, je vais sur la route de Kégué. Bon, il n'y a pas de caméras, je me mets à faire n'importe quoi sur la route. On n'a rien réglé. C'est-à-dire que partout, et vous avez dit hier aussi, j'ai entendu, mais vous savez, les accidents se passent rarement au carrefour de signalisation, au carrefour. C'est vrai, ça arrive. Parce qu'il y a des énigmes, entre guillemets, pardonnez-moi, qui ne respectent rien. Quand le feu est allumé, c'est là qu'ils ont l'envie d'aller vite, d'accélérer. Et ça crée des soucis. Mais le pourcentage est minime par rapport aux accidents liés à la vitesse sur nos routes et à la surcharge, donc à l'état défectueux des véhicules même, etc. Donc voilà des éléments sur lesquels il faut travailler. Maintenant, tout en ajoutant, et aujourd'hui, nous avons appris l'utilisation des radars et des caméras par quelle voie de communication. Voilà. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi j'estime que c'est... Ce n'est pas une information officielle. Ce n'est pas officiel, ça relève de la rumeur. Ça relève de la rumeur. Si l'État veut faire et utiliser les radars, ça ne va pas, ce n'est pas un gars qui va faire un audio pour dire je vous aime, vous êtes mes frères, j'aimerais vous avertir si vous... Non, mais ça ne fait pas sérieux. J'estime que l'État n'est pas lié à ce audio-là. Sinon, ça serait scandaleux. Que le service public qu'on veut nous offrir, c'est un individu anonyme qu'on ne connaît pas, qui nous annonce et nous tous, nous courons. Bien sûr, ce qu'il a dit, ça a eu des effets sur certaines personnes parce qu'ils se sont un peu calmés. C'est une bonne chose après tout. Mais ce n'est pas le canal officiel de communication du gouvernement ni de l'État. Et ni, donc, si on veut faire un travail de sensibilisation, il y a des canaux officiels. Bien sûr, on peut utiliser les réseaux sociaux, mais par voilà, donc, cette manière de le faire, je crois que ça pose problème. Ah oui, ça pose énormément de problèmes. Il va falloir trouver une solution à tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Cheikh Ibrahim. Non, mais le problème de la sécurité routière préoccupe tout le monde. Nous sommes tous usagers de la route. Et donc, quand il faut forger une conscience collective en matière de sécurité sociale et sécurité routière, c'est très important que nous tous nous mettions. Donc, on nous a appris aussi par les réseaux sociaux qu'il y a l'installation des radars sur certains axes de notre pays, surtout principalement dans la capitale togolaise. Et vous savez qu'entre-temps, j'avais eu à annoncer cela, qu'il y a l'éventualité que le Togo puisse installer des radars sur les routes. Moi, j'ai pris l'exemple de l'axe Abidjan-Yamoussoukro. C'est truffé de radars. Et quand vous faites de la vitesse, à un moment donné, vous êtes flashé et au poste de contrôle suivant, mais on vous verbalise là-bas. Si on doit avoir des radars aujourd'hui, on ne peut pas les mettre forcément ou uniquement qu'au niveau des feux tricolores. Non. C'est tout au long du trajet. C'est tout au long du trajet que ça se met. Parce que quand on parle du radar, c'est pour voir avant tout les vitesses, l'excès de vitesse, puisque c'est bien d'identifier que l'excès de vitesse aussi est source des accidents que nous connaissons sur les routes. Quand vous voyez un peu en Europe, même dans les provinces, les policiers tiennent même des radars, c'est comme un dispositif, et ils sont cachés. Bon, je dis cachés, ça ne veut pas dire que c'est en guet-apens. Ils sont à côté et quand les automobilistes passent, ils le flashent pour voir la vitesse et tout ça là. Et s'il y a à le verbaliser, au poste suivant, les informations sont acheminées vers là et l'automobiliste est verbalisé, on le met devant sa responsabilité. C'est ce qui se fait habituellement. Mais ici, il n'y a pas une communication officielle autour de ces radars et sincèrement, ça pose un sérieux problème parce que quand on veut installer un dispositif en matière de sécurité routière, j'ose croire que ça doit être vulgarisé. On doit dire cela à la population et chacun sait dorénavant que sur nos routes, il y a des radars qui nous surveillent et tout ça là. Je pense que quand il y a une grande communication autour de la chose, ça va porter vraiment les fruits. Sinon,
quelqu'un qui se fait flasher et un matin on fait débarquer la police chez lui que voilà vous avez non, c'est une façon de parler, c'est une façon de parler. Il semble, mais dans ce pays il y a des choses, tout est possible. Ah oui, qu'on nous a dit que non, ça ne se fera pas. Je ne vais pas aller en arrière avec l'article 494 lorsqu'il s'agissait du code pénal. On nous a rassuré ici, mais par la suite nous avons vu ce que ça a donné. Donc il faut être prudent, et moi je pense que très tôt on doit vraiment communiquer de façon officielle sur la chose. Le ministre Yark, lors de cette séance, lorsqu'il présentait les bilans en matière de sécurité routière, il a toujours parlé des initiatives qui seront prises au niveau de l'exécutif pour que ces accidents-là ne puissent pas survenir, pour décourager les mauvais conducteurs là, qui sont souvent source de ces accidents. Il avait cité à l'époque les radars. Donc aussi aujourd'hui c'est une réalité. Je pense que c'est avant tout de notre intérêt. Donc il faut s'en féliciter, et au même moment aussi en appeler à la conscience des usagers, parce que le plus souvent quand les gens sont sur la route, ils se considèrent peut-être dans leur maison. Les gens sont au volant avec le téléphone. On a toujours parlé de ces cas-là. Les gens prennent des substances psychotropes avant de prendre le volant. Je pense que c'est pas bien. Les automobilistes, les autres que nous connaissons, les Zedman, les motocyclistes et tout ça là, parfois des comportements sur la route, mais ça laisse à désirer. Vous voyez des gens en train de rouler, il y a les clignotants plutôt. Mais au lieu de clignoter, il enlève le pied pour signaler. Je sais pas, fond d'acrobatie. Quand vous n'êtes pas vite, vous ne prêtez pas attention, mais il est en train de vous dire qu'il va dans cette direction. Tout de suite, c'est vraiment une collision. Ça peut entraîner des accidents. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation, et c'est une très bonne chose. Et à la direction des transports routiers, nous avons appris qu'ils ont un centre de simulation pour amener les transporteurs vers plus de professionnalisme. Je pense qu'il faut vulgariser cela et contraindre tous les conducteurs de cars là qui se comportent en caïd sur les routes à passer par ce centre. Je pense que ça peut leur donner une certaine culture de responsabilité sur la route, et ça peut contribuer véritablement à réduire les accidents sur la route. Alors, Olivier l'a dit, c'est vrai, c'est bien d'avoir, si c'est vrai, les radars sur nos voies, c'est bien, mais il faut que on répare les feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Il faut que les lampadaires pour lesquels les citoyens payent chaque mois, il faut que ces lampadaires soient fonctionnels quand même, Olivier. Mais bien sûr, on ne saurait le dire. Vous savez, tout cela, c'est important. Et vous vous rendez compte, si on est laxiste sur l'utilisation des lampadaires, on est laxiste sur l'utilisation ou la réparation des feux de signalisation des feux tricolores. On est laxiste sur la réparation des trous de nez, parce que j'en vois déjà sur certaines voies, et on ne les fait pas à temps. Et on ne contrôle pas leur surcharge, ou du moins on n'est pas très rigoureux sur voilà, donc les surcharges de nos frères transporteurs publics, et on est laxiste sur la vitesse exagérée des bus de transport, surtout venant du nord. Est-ce qu'on sera regardant sur l'utilisation des radars? C'est-à-dire, si on est laxiste sur toute la ligne, c'est que bon, on ne peut pas ne pas être laxiste sur aussi ceux qui vont être pris par le radar, ni ceux qu'on va voir dans les caméras en train de se comporter sur nos routes. C'est-à-dire tout simplement que nous devons, pour bien faire, commencer par être rigoureux, par laisser le laxisme et ne pas faire du laisser aller. Et sinon, j'estime que c'est les mêmes personnes qui gardent nos routes, qui vont aussi regarder à l'utilisation. Oui, parce que quand vous le dites, regardez, quand on va à la gare routière d'Agbalépé-Dogan, par exemple, il y a les policiers à l'entrée. Absolument. Mais il y a des minibus, là, les 15 places, qui sortent avec 2 étages. Je dis que la surcharge, les bagages qui font le double de la taille de la voiture, de la hauteur de la voiture, mais qui passent devant les policiers, et pour aller au nord, ou pour revenir du nord au sud, ils passent par des barrages ou des barrières de nos forces de l'ordre. Et donc, ça veut dire tout simplement que le problème réel, ce n'est pas forcément les questions de radar ni de vidéosurveillance. C'est la question humaine qui s'impose. Ceux qui doivent faire ce travail-là, ce sont eux qui sont laxistes, ce sont eux qui ne sont pas rigoureux, ou du moins ils sont rigoureux quand la personne n'a pas
le visa nécessaire. Et lorsque la personne a le visa, vous comprenez ce que j'appelle par le visa. Donc voilà, donc il laisse passer. Et ça tue beaucoup. Le laxisme, c'est la première cause des morts sur nos routes. Oui. Non seulement le laxisme, oui, bien sûr. Sur d'autres secteurs, mais aussi beaucoup plus sur nos routes. C'est le laxisme qui est le premier facteur. Donc il faut d'abord s'attaquer à la corruption et au laxisme, parce que ça va de pair finalement. Oui. Et donc si on s'attaque et on met fin à cela, je crois qu'on aurait fait la moitié de la route. Maintenant, les radars vont venir et les vidéos suivantes vont venir combler l'autre moitié, on sera à 100%. Là, on ne peut pas avoir zéro accident sur nos routes. Ça. Il ne faut pas donc se leurrer. Mais toutefois, on peut améliorer la situation. Et c'est ce que l'État veut faire. C'est ce que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile veut le faire. Et je crois qu'ils sont de très bonne foi. Mais ils se trompent de cible. C'est vrai, ils se trompent de cible. Ça, disons de la vérité. Ils se trompent totalement de cible. C'est quoi la cible? La cible, c'est ce que c'est le prérequis dont j'ai parlé, c'est-à-dire arrêter la corruption des agents et voilà, les amener à être plus rigoureux, à être plus regardants et voilà, donc réparer tout ce qui est réparable sur nos routes, mettre les panneaux de signalisation, donc surtout et voilà, donc la signalisation verticale. Tout cela, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà. Alors, il y a quelques messages. Les auditeurs qui nous suivent et qui aimeraient bien aussi participer donc à l'émission, nous envoyons pour l'instant que des messages, SMS ou messages WhatsApp, c'est sur le 93 94 96 64. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez envoyer donc vos messages, le 93 94 96 64. Cet auditeur qui nous dit comment peut-on avoir une route sans panneaux de signalisation? Ou des fois, ce sont les feux tricolores qui ne marchent pas. Dans nos écoles et universités, il faut asseoir les formateurs des auto-écoles pour enseigner le code ou carrément avoir une matière dans ce domaine qui doit être validée avant de passer en classe supérieure où on peut échouer donc à l'examen à cause de cette discipline si elle n'est pas validée. C'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit avoir des radars, c'est bien. À Abidjan, sur certaines autoroutes, tu as les radars et à quelques kilomètres, tu as la brigade motorisée avec des gros motos qu'on utilise pour escorter les officiels. Mais chez nous, est-ce que nos éléments vont avoir ces équipements? Parce que la plupart, c'est sur Aoudjou, ils essaient de poursuivre les gens. C'est pas faux aussi. Un autre auditeur qui nous dit, j'aimerais attirer l'attention sur le petit contournement passant jusque devant Togo 2000. D'abord, la voie est très petite avec un énorme terre-plein central. Mais en plus, on plante des arbres à 20 cm de la bordure du goudron. Ces arbustes gênent et empêchent l'usager de voir si la voie est dégagée ou pas. Ces arbustes, donc, une fois grands, laisseront leur énorme branche encore empêchant sur le très fin goudron qu'ils ont fait là-bas. Tout ceci risque de créer de graves accidents. Ce que dit l'auditeur est réel, hein? Non, c'est réel, parce que les arbres là, qu'on plante tout le long de nos artères là, je pense qu'il faut revoir d'abord les espèces à planter. Oui. Et parce que quand vous prenez un peu ce que nous appelons communément les mahoganes, ça montre ses limites. Vous voyez souvent quand il n'y a plus, c'est déraciné. Si on le voit, hein, c'est déraciné. La route qui passe donc devant l'OTR là-bas. Même voilà, devant l'OTR, un peu vers Atikoumé aussi. Atikoumé, un peu vers aussi Tochi, en allant vers l'hôtel Concorde. Exactement. Il y a eu des cas là-bas, il y a eu une pluie, c'est déraciné, c'est fini. La circulation est bloquée à ce niveau. Donc il faut revoir ça. Bon, figurez-vous aussi, c'était un véhicule, un engin qui passait là-bas et l'arbre est déraciné. Vous allez voir, ce serait un drame, ce que cela va causer. Donc il faut revoir les espèces qu'on plante tout le long de nos artères là, et en même temps aussi en appeler, moi j'insiste beaucoup à la conscience des usagers, parce que quand vous voyez quelqu'un porter le casque, c'est parce qu'il a peur que le gendarme l'arrête, alors qu'en réalité c'est pour se protéger. Exactement. Et donc je vois des gens
prendre le casque, surtout les motocyclistes. Quand ils savent que bon, c'est dans une zone où il n'y a pas de gendarmes, ils enlèvent et bon, ils continuent la route comme ça. C'est quand ils voient le gendarme, ils savent qu'il y a un poste de contrôle devant, ils commencent pas à porter les casques. C'est pas bien, c'est des comportements qui ne sont pas de nature à assurer la sécurité sur nos routes. Et même les ceintures de sécurité, et vous voyez des automobilistes qui ne les portent pas. C'est quand ils s'approchent d'un poste de contrôle qu'ils commencent pas à les... Donc on doit vraiment amener les usagers à prendre conscience de la sécurité routière, à intégrer les règles les plus élémentaires en matière de sécurité routière, parce que ça c'est le volet important et on doit travailler là-dessus, nous communicateurs bien évidemment. Oui, parce que depuis lundi on évoque le sujet. C'est le travail même qui est déjà qui est en train d'être fait. On insiste sur le fait que c'est toujours important de bien se comporter dans la circulation. Tout à fait. Mais il y a un élément. Je voulais finir par rapport aux infrastructures. Et mon confrère Olivier le disait. Vous voyez, l'étroitesse des routes aussi est un problème. Oui, parce que l'auditeur là évoquait le cas de Togo 2000. De Togo 2000. Il n'y a pas que ça. Il y a la nationale numéro 1 quand vous quittez vers Agoué, et Leader Press pour rallier le Soupon, bon, que certains appellent abusement échangeur. Vous comprenez? Mais la voie là est très étroite. Et j'ai surpris, même je vous l'avais dit un jour ici, une ambulance qui a fait plus d'une heure. Exact. En pleine circulation, parce que c'était vraiment de l'embouteillage, il ne pouvait pas passer. Il est resté là-bas. Bon, vous savez, c'était pour sauver une vie. Mais quand on perd du temps là-bas, vous voyez ce que cela entraîne en termes de chance de survie de ce patient qui était dans l'ambulance. Donc vraiment, il faut revoir tout ça là. Et l'autre aspect aussi, c'est que vous voyez des petits trous sur la chaussée. On ne prend pas garde. Bon, personne ne s'intéresse à ça. Et au bout du temps, ça devient un grand trou. Et finalement... Mais tout ça là, c'est... Qui doit régler ça? Est-ce que c'est les mairies qui doivent s'en occuper? Il y a le côté des mairies. Mais quand il s'agit maintenant des voies, des grandes voies, surtout la nationale numéro 1, je pense que ça, ce n'est plus de la compétence des mairies. Et ça rentre dans la compétence peut-être des travaux publics. Et aussi, n'oubliez pas, on nous dit qu'il y a un fonds d'entretien routier. Tout ce qu'on prend au niveau des péages, tout ce qu'on prend sur... quand vous voyez même la structuration des prix au niveau des carburants, des prix des carburants, il y a une marge qui va à l'entretien routier. Donc, il faut penser à cela aussi. Quand je vais aussi au niveau des services techniques de la direction du transport routier, pour faire l'immatriculation, pour faire la visite technique, même l'auteur aussi nous prend les TVM et tout ça. Tout ça là, c'est pour l'entretien routier. Si je comprends bien. Mais est-ce que il y a un suivi rigoureux en matière d'entretien routier dans notre pays? Je pense que ça, il faut revoir comment huiler le mécanisme pour que de façon automatique, lorsqu'il y a ces soucis qui sont signalés sur nos voies, qui est vite du répondant, et je pense que ça peut éviter à ce qu'on en arrive au drame. Généralement, quand vous questionnez les transporteurs routiers, on vous dit qu'il y a des trous qui se sont fait signaler sur la voie, mais ça n'a pas été signalé. Mais quand vous voyez des gens rouler, c'est arrivé là-bas qu'ils constatent qu'il y a un trou. Bon, maintenant, il faut freiner quand on est en allure, ou bien quand l'autre aussi vient dans l'autre sens. Et donc, tu veux éviter le trou, c'est la collision, c'est vite fait. Donc il faut, je pense que il doit avoir en tout cas travailler avec célérité lorsque ces cas-là se signalent sur les routes, qu'on puisse vraiment trouver des solutions au plus vite. Exact. Comme dit cet auditeur, celui qui nous suit là sur TikTok, qui dit le problème se situe au niveau de la gestion des fonds collectés. Je voulais, pour clôturer ce dossier, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'au niveau des transports routiers, c'est compliqué aujourd'hui de délivrer les permis de conduire. Bon, compliqué, je dirais non. Parce que les examens se passent. Oui, bien sûr. Et le des gens des permis provisoires aussi. Voilà. Et ça se passe bien. Définitif. Voilà, le permis définitif, c'est parfois là où le problème se pose. Parfois, c'est parce que ceux qui ont réussi à l'examen n'ont pas peut-être une adresse à laquelle on va envoyer le permis. Parce que généralement, c'est envoyé par poste. Oui, c'est par poste. Et la poste vous avertit par message que votre permis est là. Et donc vous passez là-bas, il y a un taux forfaitaire que vous devez payer et vous retirez votre permis. Mais généralement, certains par peut-être leur téléphone n'est pas
Non, je ne suis pas en train de... Le problème qui se pose est au-delà de ça. Je vais aller au-delà de ça. D'accord. Il y a cet aspect d'abord, parce qu'il y a un problème de contact qui se pose. Lorsque vous n'avez pas vu le message, ça peut poser aussi ce souci. Et l'autre aspect, c'est dans l'émission même des cartes, je veux dire des permis. Et sur ce volet, on nous a dit que c'est un problème technique et je ne sais pas à quel niveau ça va ça dure depuis des mois. Ça va se résoudre. Pour certains que nous avons eu il n'y a pas longtemps, ça fait 1 an qu'ils ont le permis provisoire. Et quand ils vont au niveau des transports routiers, on leur dit c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Finalement, on se pose beaucoup de questions. Olivier, vous êtes au courant de ce problème-là aussi? Oui, on est au courant et bon, moi je crois que j'ai eu le permis, ça fait 5 à 6 ans. Oui. J'avais eu le même problème parce que bon, c'est vrai que ça n'avait pas trop duré, mais ça fait plus de mois. Mais actuellement, il y en a qui ça fait 1 an, donc, 13 mois, 14 mois pour certains. Hein. On ne sait pas, peut-être on va se rapprocher de la direction, donc comment routière et les transports routiers. Et donc pour en savoir plus parce que en réalité, le processus est bien huilé. C'est les contacts du candidat. Donc, c'est sur ça, on vous envoie tous les messages. Même pour venir composer les jours de composition, tout cela. Et donc, si vous avez pu obtenir ou bien on a pu vous envoyer les messages et sur votre contact et que vous êtes arrivé faire les premières démarches, vous pouvez aussi donc avoir les mêmes contacts pour faire le reste, le suivi. Donc, et parfois on vous dit qu'on va vous faire signe dès que c'est prêt. Donc, les candidats attendent que c'est la direction ou donc des transports routiers ferroviaires qui fasse comment dire là. Le suivi, d'accord, et donc ce suivi là ou qui fasse signe plutôt et ce signe là prend du temps. Les gens ne disent pas qu'ils n'ont pas eu, mais qu'on leur a dit d'attendre et l'attente tarde. Le permis provisoire ou le document provisoire qu'on vous donne, ça sert donc de permis, mais c'est normalement même ça a une durée, je crois. Oui. Ça a une durée déterminée. Donc c'est 3 mois. Donc, mais comme le service même n'est pas encore prêt et le message n'est pas encore arrivé. Bon, qu'est-ce qui empêche de fournir de ce document, ce sésame à des gens qui ont réussi? Ce n'est pas que qui ont reçu à l'examen que la DTRF a. Vous savez, des gens, il leur manquait ce document pour pouvoir postuler. Bien sûr, à des choses, à des appels, donc à candidature, à plein d'autres choses. Sur le plan professionnel. Oui, exactement. Là, c'est un problème. C'est-à-dire, c'est un problème. Et avant, peut-être, d'aller quand même faire l'enquête, parce qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Ah oui, bien sûr. Toutefois, il faut quand même se poser la question. Si c'est seulement, donc un plastique sur lequel il faut graver les noms des gens avec un code, je sais comment ça se fait, un code et donc une puce et que ça va prendre, je sais pas, 6 mois, pratiquement 1 année, et on se pose des problèmes, d'accord, on se pose des questions, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas aussi capable de fournir ce document à des Togolais? Il faut saluer notre carte d'identité a le même format et la même texture, la même présentation que le permis et la carte d'identité. Aujourd'hui, la police ou du moins la direction générale de la documentation est efficace que très efficace d'ailleurs. Bien sûr. En 2 semaines, vous l'avez le document. Même le passeport, 2 semaines, le document n'a pas de problème particulier. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un pour voir quelqu'un qui ira aussi voir quelqu'un. Quelqu'un va aussi voir quelqu'un. Ça n'existe plus. Et ça, il faut applaudir. Moi, j'ai toujours dit, quand c'est bon. Le processus même est digitalisé. Bien sûr. Vous pouvez même contrôler à quel niveau se trouve votre document. Votre document se trouve. Je crois que ça a été fluidifié. C'est-à-dire que c'est très fluide. Il n'y a plus de goulot d'étranglement, il n'y a plus d'intermédiaires. Si vous-même vous voulez faire des intermédiaires, c'est à vous. Et les intermédiaires parfois retardent même la délivrance du document. Donc ça, il faut saluer là où c'est bien. Maintenant, si la DTRF n'a pas encore acquis l'expérience
je crois que ces collègues de la direction donc de la documentation sont là. Il faut se rapprocher de... Alors, il va falloir que la DTRF nous dise réellement le problème. C'est ce que je dis que nous irons... Nous irons aux informations. D'ici le mercredi prochain. Ah ben, c'est à elle en réalité de dire aux gens le problème que vous avez. Ça fait quoi? 6 mois, 8 mois, 1 an et demi pour certains. Et c'est vraiment... C'est dommage. Vous savez, parfois les gens n'aiment pas la critique. Et c'est dommage. Sinon, je crois que la critique, lorsqu'elle est bien faite et elle n'est pas faite avec des arrière-pensées. Dans la courtoisie. Lorsqu'elle est faite dans la courtoisie, c'est le mot. Elle est constructive. Elle aide à avancer. Tout à fait. Et donc, lorsque nous constatons en tant que professionnels des médias des problèmes, des difficultés, à quelque part, il faut avoir le courage de soulever ces difficultés. Bien sûr. De dire avec des mots qu'il faut et que les gens donc corrigent et la société ne s'emportera que mieux. Oui, bien sûr. Non, sur cet aspect, je pense que la direction des transports routiers devait déjà commencer par sortir un communiqué pour situer l'opinion. Oui. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps. Et dans un second temps, accélérer le processus de délivrance de ces permis de conduire définitifs. Je pense que c'est très important. Oui, bien sûr. Il y a un auditeur qui nous dit, pour retirer mon permis provisoire, j'ai fait des kilomètres à un poste inconnu, je crois, quelque part dans la poussière. En plus, j'ai payé. Pourquoi ces frais et ce parcours, on peut délivrer directement dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit, pour le cas de permis de conduire, c'est les affaires. Comme on le dit souvent, après l'examen proprement dit, et les admis, il faut attendre d'insérer ceux qui ont fait les affaires pour sortir maintenant le permis. Tout est corrompu. Ah bon? Bon, ça devient compliqué là. Ça devient compliqué. Bon, ça, il va falloir vérifier. Mais nous n'avons pas cette information quand même. Mais c'est que depuis que le nouveau directeur est là, le processus est huilé. Par intérim. Par intérim, bien évidemment. Le processus est huilé. Donc, vous prenez les photos. Le processus, il n'y a plus de complications à proprement parler. Les examens se passent bien. Et périodiquement, ça se passe. Ce que nous avons appris. Périodiquement, les examens se passent. Ça s'organise. Donc, c'est déjà un pas. Et je pense que maintenant, il faut voir le côté de délivrance de ces permis-là. Parce qu'il ne sert à rien de passer un examen de permis. Tu as le permis, c'est pour aller postuler quelque part. Parce que les gens ont de ces envies-là de rechercher de l'emploi dans les sociétés de transport, ou bien même certains ont envie de voyager avec. Donc, si vous avez fait un planning de voyage et vous voulez partir avec votre permis de conduire et que vous ne l'avez pas, ça peut aussi compromettre votre projet. Le problème, ce n'est pas que pour ceux qui ont passé nouvellement le permis. Non, même les anciens. Même pour les renouvellements. Oui. Le problème se pose. C'est l'émission. Pour le renouvellement aussi, il y a eu des soucis qui ont été exprimés à notre niveau. Et je pense que le directeur, par intérim, ou bien le directeur, puisque c'est lui qui c'est le responsable. Donc, il doit déjà prendre les dispositions pour que les choses se fassent bien. Très bien. Parce que pour la visite technique, les informations que nous avons eues, il y a vraiment de la rigueur qui est imprimée là-bas. Et donc, il faut continuer toujours par faire les services publics. Je pense que ça serait très bien. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Autre sujet qu'on va évoquer avec vous. Et c'est vous qui allez lancer le débat, Olivier, puisque vous en avez parlé dans votre journal Harakiri ce matin. Est-ce que nous allons vers la nomination d'un nouveau Premier ministre avant de connaître le président du Conseil des ministres? Et les experts répondent à cette question par l'affirmative. D'accord. Ok. Et selon les techniciens du droit donc administratif et du droit constitutionnel, ils estiment que les articles 95 et 96, 97, oui. Donc, et suivant de la Constitution ont prévu une période transitoire. Oui. Et cette période transitoire doit durer au maximum 12 mois. Donc, en attendant ces 12 mois, il faut la mise en place des institutions au fur et à mesure, les institutions prévues par la 5e République ou la Constitution de la 5e République. Donc, si bien que pour, en tout cas, gérer cette période-là jusqu'à l'expiration des 12 mois, il faut quand même un gouvernement, il faut des ministres. Et les ministres aujourd'hui qui sont là et qui évacuent
si vous le permettez, les affaires courantes ne peuvent pas faire ce travail-là, parce qu'il y a certaines institutions pour leur installation, on ne va pas inscrire ça dans les histoires des affaires courantes. D'accord, ce ne sont pas des affaires courantes, ce sont des affaires aussi graves et aussi sérieuses que celui qui est chargé d'évacuer seulement les affaires courantes ne peut pas, n'a pas ni les compétences, ni le pouvoir nécessaire pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, il va falloir qu'un Premier ministre puisse gérer cette période-là, et qui ait tous les pouvoirs donc, qui lui sont reconnus. Mais la Constitution de la 5e République n'a pas prévu le poste de Premier ministre. Non. Donc, ça veut dire que nous naviguons entre deux eaux. Entre la 4e République et la 5e République. Donc, ils vont faire un ménage commun ou mon ménage. Donc, et se comprendre des deux constitutions, je l'ai dit, pour pouvoir mener le pays vers l'installation de la 5e République. Donc voilà le processus qui va conduire à cela. Et il faudrait obligatoirement, et votre respect que vous avez reçu la dernière fois, nous l'avons suivi religieusement, donc il a utilisé le mot obligatoirement. Il va falloir avoir un nouveau gouvernement et qui ne soit pas un gouvernement qui évacue les affaires courantes, mais un gouvernement qui ait le pouvoir pour pouvoir donc agir au nom de l'État togolais. Et donc nous disons qu'il faut bientôt, ou il faut s'attendre à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Oui, et donc un nouveau gouvernement. On peut aussi dire qu'on peut reconduire le Premier ministre existant. Oui, qui est là, celui qui est là. Oui, c'est vrai que le confrère La Manchette également a évoqué le sujet ce matin avec la photo de 3 personnes à la une de La Manchette. L'ancien Premier ministre Klasu Selom, celle qui est là aujourd'hui, et puis la photo de Kakon Boukban qui a démissionné récemment de son poste de l'UMOA et qui a quand même donné des idées aux gens, ou bien c'est parce que ou il se peut que ce soit lui ou pas. Mais Olivier l'a encore écrit ce matin, aujourd'hui nous sommes en train d'être gouvernés par quelle constitution en réalité? Quelle constitution est en vigueur au Togo? C'est une autre question également, mais bon, enfin, par rapport au gouvernement, mais si la situation est telle, autant laisser ces gens-là de ne pas demander la démission du gouvernement actuel. Non, le problème est que après les élections législatives, la tradition, selon la 4e République, lorsqu'il y a élection législative, il y a un nouveau, je vais dire qu'un nouveau groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est normal que le Premier ministre puisse déposer sa démission. C'est ce qui a été fait, donc on a respecté la tradition, ce qui se fait généralement. C'est bien vrai que nous sommes dans la 5e République, mais nous sommes en train d'aller de plein pied dans la 5e République. Donc vous comprenez qu'il y a des mesures transitoires. Donc nous sommes dans une transition qui va nous balancer totalement dans la 5e République. Donc une fois que le gouvernement a démissionné, c'est sûr que le chef de l'État a dit qu'ils sont toujours en poste, ils doivent expédier les affaires courantes. Mais le vrai problème est que le président aussi est en train de conduire un mandat. Oui. Et je ne vois pas. Son mandat court jusqu'à mai, mai 2025. Voilà, 3 mai 2025. Et je ne le vois pas en train d'écourter ce mandat pour se balancer en même temps dans la 5e République pour prendre le poste de président du Conseil des ministres, puisque cela lui revient légitimement, puisque c'est son parti, UNIR, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et je ne le vois pas en train d'écourter ce mandat, et selon aussi les esprits éclairés, ce ne serait pas bien qu'on ait un gouvernement qui expédie les affaires courantes jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État. Parce que ça va faire pratiquement 12 mois. Et si on n'a pas un gouvernement qui a plein de prérogatives, je pense que ça ne serait pas bien pour notre République, étant donné qu'il y a des défis à relever dans notre pays. Donc on doit avoir un gouvernement en bonne et due forme, un gouvernement qui a ses prérogatives et qui travaille véritablement pour le bien des populations. C'est pourquoi depuis quelque temps, les Togolais sont dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre, et ça dépend ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça a dû le voir. Nous avons vu des noms qui sont passés dans l'opinion. Ce sont des rumeurs, bien évidemment, et à lui seul, il lui revient de voir qui il va nommer pour que
nous puissions avoir un gouvernement dans un bref délai. Le problème aussi, c'est que quand on parle de mesures transitoires, c'est qu'on doit mettre les fondements pour que l'amorce de la 5e République se passe de la plus belle des manières. Vous comprenez? Et s'il n'y a pas un gouvernement avec des gens de qualité, des gens qui puissent relever ce défi, il va de soi que nous ratons notre amorce de la 5e République. C'est pourquoi dans l'opinion, vous allez voir que les gens réclament qu'il y ait des ministres qui soient beaucoup plus, je ne veux pas dire compétents, parce que les autres ne sont pas incompétents, et des ministres qui sont en phase avec les nouveaux enjeux au niveau de notre pays. On va revenir sur ce sujet tout à l'heure, puisqu'il est 12h sur la radio, on va marquer une pause, mais il y a un auditeur sur Twitter qui nous dit: nous sommes dans une confusion et un flou total, on navigue à vue au Togo, dit donc cet auditeur. On marque une pause et on se retrouve juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuites? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vive l'internet illimité. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir, dis maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire, vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de mannequin. Hein? Nous qu'est? Ah mais on. Ah mais quand il la famille La Paire nous va dire qu'on du non, on va aller pas nous nudo. Novi, Kotoku et Asile Ke quoi ou Chichile La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lemay. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information sur Taxi FM Lemay avec mes confrères en studio Olivier Adja et Acha Ibrahim. On est en train de parler donc du gouvernement, du prochain gouvernement à venir. Beaucoup de questions. Il y a un auditeur qui nous dit les députés Kassa, parlant de Kassa Traoré, Adedji, Kodjo Kokoroko, Dodji et autres sont encore ministres pour l'instant, je crois. Oui, c'est vrai. Autrement dit, l'exécutif est le Parlement qui se contrôle. Bon, pour l'instant, on pourra le dire, mais pas totalement. Et il y a un autre auditeur qui nous dit ceci, faut pas dire que les Togolais sont en attente d'un nouveau PM, mais plutôt certains Togolais.
Bon. Togolais. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il a envie de dire, Acha Ibrahim. Oui. Non, mais pourquoi certains Togolais? C'est les Togolais, puisque nous parlons de l'exécutif. Oui. Nous parlons du gouvernement. Le gouvernement qui travaille pour tous les Togolais, vous comprenez? Donc, personne ne peut dire qu'il est Togolais, mais qu'il n'est pas régi par le gouvernement qui est mis en place. Donc, tout Togolais a officiellement l'exécutif et l'exécutif répond en notre nom. Exactement. Vous savez, même dans les relations internationales, quand on parle d'un pays, c'est des individus qui représentent ce pays, c'est eux qui font le travail au nom de ce pays, et on dit que bon, le pays avance. Donc nous avons besoin d'un gouvernement, et nous le disons parce que le gouvernement sortant qui expédie les affaires courantes ne peut pas continuer comme ça jusqu'à 1 an. Non, nous disons que ce n'est pas bien. Il y a des défis, il y a des enjeux à relever dans notre pays, et il va falloir qu'on ait un gouvernement en bonne et due forme qui travaille véritablement pour que le Togo puisse aller de l'avant. Nous voulons un État moderne, et la modernité, c'est des actions qu'il faut poser, et des vraies actions. Alors aujourd'hui, il y a quand même certains qui sont dans le gouvernement là, qui a démissionné, qui quand même expédient des affaires courantes, et qui sont dans le bureau de l'Assemblée nationale. Le cas d'abord du président de l'Assemblée nationale, je crois que c'est aujourd'hui qui va avoir lieu la passation de service entre le président Adedje et le doyen d'âge Gogué, si mes informations sont bonnes. Mais en tout état de cause, il y a 4 ministres qui sont donc dans le bureau de l'Assemblée nationale. Adedje, Kassa Traoré, Kokoroko, je crois Myriam Dossou. Est-ce à dire que eux, tout ce qui sera gouvernement là, ils seront plus dedans? Non, je crois qu'il faut attendre d'abord la nomination, bien l'entrée, l'annonce du nouveau gouvernement pour savoir. Mais a priori, on n'a pas besoin d'aller chercher de médias 14 et pour savoir que ceux-là sont d'office hors du gouvernement et le seront. Puisque étant députés, ils peuvent à tout moment démissionner ou quitter l'Assemblée nationale, laisser la place à leurs suppléants pour rejoindre le gouvernement. Mais dans le bureau de l'Assemblée nationale, et celui qui a, du moins le parti qui a mis en place ce bureau-là, c'est son patron qui finalement va faire son gouvernement. Autrement dit, le patron était informé que des éléments de son parti, des députés de son parti rentrent dans le gouvernement. Bien sûr. Et peut-être même que c'est lui qui a donné son accord. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais il le sait. Et donc, il les a laissés rejoindre le bureau de l'Assemblée nationale, et qui est un bureau qui a un mandat de 3 ans. Vous comprenez que, sans le dire, ils n'ont plus leur place en réalité dans le prochain gouvernement, mais dans le présent gouvernement, ils sont toujours. Donc, ils sont en train d'évacuer. Il y a une jurisprudence, si on peut le dire ainsi. On sait, c'est l'homme Classou pour devenir Premier ministre. Il était le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, on ne sera pas surpris si on les met dans un gouvernement. Ils pourront laisser leur place à leurs suppléants. Non, certainement que les mécanismes de droit sont prévus pour cela. De toutes les façons, c'est l'homme Classou n'était pas dans le gouvernement avant de sortir pour être député et pour entrer. Donc c'était plutôt le sens contraire où il est parti de l'Assemblée vers le gouvernement. Ici, ils sont partis du gouvernement vers l'Assemblée. Et la plupart du temps, ce sens est toujours en sens unique, selon la jurisprudence que vous avez avancée. Donc c'est pas en double sens. Donc, je suppose donc qu'ils sont rentrés dans le bureau de l'Assemblée. Ils vont faire les 3 ans, certainement. Et si un gouvernement venait à être nommé d'ici là, et je ne crois pas, sauf un changement très important, et ils ne vont plus rejoindre ce gouvernement. Mais j'aimerais quand même revenir sur 2 éléments essentiels. Le premier, c'est la situation du gouvernement actuel qui est en train d'évacuer donc les affaires courantes, d'inaugurer les chrysanthèmes de temps à autre. Ça fait partie de leur prérogative. Mais il ne faut pas oublier aussi que un gouvernement qui est allé présenter une politique et donc à un parlement, j'oublie le terme technique, la politique générale. Donc sa politique générale à un parlement. Et lorsque le Parlement est dissous, lorsque le Parlement arrive en terme et qu'un nouveau Parlement revient,
il ne peut plus ne pas retourner. Tout à fait. C'est-à-dire c'est le Parlement qui donne le quitus au gouvernement. Donc quand le Parlement a fini un mandat et qu'un nouveau Parlement est installé, il ne peut pas ne pas aller encore et présenter. Pour faire le bilan. C'est comme ça. Non, pas pour faire le bilan, mais pour demander l'autorisation. Donc le gouvernement et le Premier ministre présente sa démission et c'est partout ailleurs comme ça. Et alors quitte à être reconduit et à former un nouveau gouvernement. Puisque c'est le Parlement qui donne toujours le quitus au gouvernement. Étant donné surtout que nous sommes dans un régime parlementaire, donc encore plus que le Premier ministre puisse démissionner et quitte à retourner présenter sa politique au Parlement qui vient d'être installé, parce que le Parlement ancien ne représente pas le nouveau Parlement. Donc c'est obligé que le Premier ministre démissionne. Ça c'est une habitude républicaine que nous avons adoptée. D'autres pays l'ont adoptée. Maintenant, encore de plus que il y a d'autres ministres, vous l'avez dit, qui se retrouvent au Parlement. Et donc ce gouvernement ne peut pas fonctionner normalement en ayant en même temps des parlementaires. Des ministres parlementaires, c'est incompatible. Ça ne peut pas être et ça fait dire à un auditeur qu'il y a trop de cafouillage dans ce pays. On refuse de travailler, mais on veut rester au pouvoir. C'est une période transitoire. Et ça peut arriver. Parce que des ministres ont été, même en France, la majorité des ministres sont candidats. Oui, bien sûr. Ils sont candidats. Mais on sait qu'ils ne siégeront pas. Non, ils ne siégeront pas. Où ils ne seront pas au gouvernement. Mais de toutes les façons, quand le nouveau Parlement va s'installer, le gouvernement va être dissous. C'est automatique. Oui. C'est ça, les ministres qui sont élus ne peuvent, peut-être à cause de ou non pas à cause de, mais le gouvernement va être dissous. Et qu'un Premier ministre ou le Premier ministre, s'il est reconduit, va retourner devant ce Parlement-là. Et les ministres qui sont élus peuvent choisir siéger au Parlement dont ils ne sont plus ministres, ou soit démissionner et revenir dans le gouvernement s'ils sont nommés, bien sûr. Donc voilà, c'est un fonctionnement que nous avons découvert et nous avons vu ailleurs. Ce n'est pas propre au Togo. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas présenter la chose comme si c'est le Togo seul où il y a ça. Il y a des ministres qui sont candidats à des postes d'élection et ils vont, lorsqu'ils sont élus, ils démissionnent. Quand le gouvernement est installé, parce qu'on n'a pas encore de gouvernement, donc jusque maintenant. Non, on a un gouvernement qui évacue les affaires courantes. Voilà le premier élément. L'autre élément essentiel, c'est que la Constitution, vous avez dit, on l'a dit tout à l'heure, à son article 96 et suivant. 95 déjà. 95 et suivant a prévu les mesures transitoires. Et ça, ces mesures-là doivent tenir dans les 12 mois. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, le président de la République n'est pas terminé son mandat ou est terminé, il ne peut pas aller au-delà des 12 mois de mesures de période transitoire. Donc il est obligé que si son mandat il y avait 2 ans ou 3 ans ou 1 an, il ne va pas dire qu'il va attendre la fin de son mandat avant. Donc puisque la Constitution lui impose les 12 mois et lorsque les institutions sont installées dans les 12 mois, que son mandat est fini ou pas, il ne peut plus continuer. Donc ce sont des éléments de droit ou des éléments techniques. Il y a un auditeur qui nous dit moi c'est le cas du ministre Kokoroko qui me préoccupe. Au moins comment c'est un membre de son non, il faut suivre la fin d'abord. Au moins il dit au moins un dont on peut reconnaître qu'il faisait bien son boulot au ministère de l'enseignement, qu'on veut maintenant faire quitter pour aller seulement lever la main au Parlement. Eux-mêmes étant intellectuels, ne peuvent-ils pas faire des choses ou des propositions, voire refuser certains postes? Tout le monde peut être au Parlement, mais tout le monde ne peut pas être ministre, dit donc cet auditeur. Alors, tous ceux qui écoutent l'émission et qui souhaitent aussi participer au débat peuvent nous envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un autre auditeur qui nous dit ceci. Voilà, ils sont beaucoup comme envoyer le message par SMS. Un auditeur qui nous dit notre pays est à... Je sais pas ce qu'il écrit. La gouvernance au Togo, on prend les mêmes et on recommence, dit donc cet auditeur. Il voudrait qu'on s'attarde un moment sur le cas de Kakonou Boukbo.
finalement, il démissionne toutes les fois là. Non, vous savez, c'est un monsieur qui sait où il va, hein. Il est très posé, c'est un monsieur qui est, je peux dire, il est en train de... Il a une voie qu'il est en train de suivre. Et vous le voyez, quand il était à la francophonie, il a démissionné parce qu'il lorgnait peut-être, il lorgnait un poste au niveau de l'UEMOA. Exact. Et c'est comme ça. Cette fois-ci, selon les indiscrétions, il lorgne aussi un poste au niveau de l'Union africaine. Il devait s'occuper du volet climat. Okay. Et vous savez que c'est un monsieur qui a vraiment des compétences avérées en matière de changement climatique, agriculture, sécurité alimentaire, au-delà qu'il soit économiste. Donc s'il va là-bas, je pense que c'est une très bonne chose. Donc vivement que les autorités togolaises puissent appuyer cette démarche, parce que c'est l'une des perles rares en matière d'intelligentsia. Et donc il fait la fierté du pays. Si on l'appuie, je pense que c'est une très bonne chose. Il fera bonne carrière au niveau de l'Union africaine. Mais quant à son retour au pays pour être Premier ministre, parce comme certains l'ont annoncé. Oui, parce que aussitôt sa démission révélée, beaucoup le placent comme le prochain Premier ministre du Togo. Ouais. Ça, je doute fort, parce que M. Kako, nous savons les conditions dans lesquelles il est parti dans l'autogouvernement. Oui. Et bon, revenir encore pour être à la tête du gouvernement avec les mêmes collègues avec qui il y avait des démêlés, parce que c'est un secret de polichinelle. Il ne s'entendait pas avec certains parce que lui, sa vision des choses était autre que certains propagandistes. Donc vous comprenez. Vous appelez propagandiste, hein? Ça ne peut pas marcher. Lui, il était beaucoup plus pratique et pragmatique dans ses approches. Et donc c'est ce qui lui a valu l'inimité de certains de ses collègues à l'époque. Donc s'il revenait encore ici et que ces ministres carréalistes là sont là toujours, vous comprenez que ça ne va pas marcher. Et je ne vois pas les chefs de l'État aller dans ce sens, surtout que si vous voyez un peu les approches du chef de l'État, c'est aller vers le développement du pays, c'est aller vers un pays stable, aller vers le positionnement du Togo. Donc avec tous ces défis là, je ne suis pas sûr qu'il va encore créer des tensions inutiles dans certains compartiments de la République. Et en même temps aussi, je voulais aussi dire que si nous, au Togo, nous allons souvent aussi dans des analyses difficiles, dans je peux dire dans des calculs très difficiles et complexes, c'est parce que parfois on laisse traîner les choses. Vous savez, nous savons tous que la Constitution allait être promulguée. Et aussitôt après, on devait basculer dans la 5e République. Le gouvernement a démissionné, ça fait déjà quelques temps. Et si on travaillait avec célérité, on aurait déjà eu un nouveau gouvernement. Et au niveau de l'Assemblée, la formation du bureau de l'Assemblée nationale allait tenir compte de cela. Bon, maintenant que les choses traînent, vous voyez, au niveau de l'Assemblée, il y a eu un bureau qui a été mis en place qui comporte les anciens ministres. Vous comprenez, les ministres en fonction. Mais ils ne sont pas anciens. Voilà. Non, pas encore. Les ministres en fonction. Bon, voilà, donc et à l'allure où vont les choses, il se peut que dans le prochain gouvernement qui sera mis en place, le gouvernement qui doit conduire la transition, qu'on retrouve encore certains dans le gouvernement. Et dans ce cas, et vous l'avez évoqué, le cas de Selon Classou qui était à l'Assemblée nationale et qui a été nommé Premier ministre, le poste est resté vacant là-bas. Ou bien l'Assemblée nationale à un moment donné, si ce cas de figure se présentait, va réorganiser peut-être une élection en son sein pour combler ces postes-là qui seront laissés au cas où certains... Au cas où certains, en tout cas du bureau de l'Assemblée nationale, devenaient des ministres. Mais je voulais que pour l'harmonie des choses dans le pays, qu'il y ait célérité dans les prises de décision et qu'on n'en arrive pas à des situations où le Togo est toujours
je ne veux pas dire à la traîne, mais ne donne pas une certaine, harmonie dans tout ce qu'on entreprend. Le plus souvent, même que ce soit dans le football, que ce soit dans les choses, on attend la dernière minute pour faire des calculs impossibles, pour dire que non, il faut que tel pays perde son match pour qu'on ait les chances d'être qualifié. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas, je pense que c'est pas du tout bon. Et aujourd'hui encore, on attend que, bon, s'il y a formation du gouvernement, si telle personne et telle personne devenait ministre, il y aura des postes vacants à l'Assemblée nationale. Vous savez, ça désorganise le fonctionnement des institutions parce qu'on laisse traîner les choses. Il faut aller avec sérénité. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais qu'on écoute maintenant les auditeurs. Alors, ceux qui souhaitent intervenir directement dans l'émission pour aussi donner leur point de vue sur les sujets sur lesquels mes confrères se sont prononcés. Vous avez la parole maintenant, c'est le 92 60 81 81 qui est à votre disposition pour le direct. Alors ceux qui souhaitent nous envoyer des messages, vous c'est le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit: nous refusons Kokoroko à l'Assemblée. Ça restera debout sur. C'est un fan club, hein. Nous refusons Kokoroko à l'Assemblée. Il n'y a pas grand-chose là-bas, sauf le oui affirmatif, c'est-à-dire main levée. On doit lui confier l'assainissement de Lomé et l'intérieur du pays. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci: dans cette période transitoire, qui assumera l'intérim en cas de démission du président de la République? Est-ce qu'il faut envisager une démission du président? Parce que là, actuellement, le président, il va assurer donc son mandat jusqu'à la fin. Oui. Olivier. Oui, non, mais je l'ai déjà dit. Oui. C'est-à-dire que la Constitution, son article 95 et suivant, a prévu donc et tout ce mécanisme-là. Le président n'a pas besoin de démissionner, puisque il a jusqu'à les 12 mois. Et les 12 mois, c'est à partir du mois de mai. Donc de cette année, donc plus tard le 6 mai 2025. Oui, je crois le 3, hein, le 3 mai. Le 3, oui, bien. Donc le président on devrait avoir un président du conseil des ministres. Mais attendez, on va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Abalo. Monsieur Abalo. Monsieur Abalo. Allô? Est-ce que vous nous recevez? Oui, on vous reçoit. Nous vous écoutons, M. Abalo. Ok. Donc, moi, j'aimerais m'intéresser à la sécurité routière. Et pour l'affaire de radar, là, je pense que le ministère de la Sécurité est en essai. Vous êtes aussi journaliste, c'est que vous investiguez beaucoup. Actuellement, si vous suivez le service de la DSR, on leur a distribué des caméras qui flashent avec une moto, là, les motos motards là. Oui. Moi, je les ai aperçus même presque tous les jours. Moi, je suis à Ouest-Bosito. Ok. Ils sont sur notre route là-bas. Et ils sont en essai. Quand ils passent, ça flash. Donc, actuellement, ils sont en essai. Donc, ils veulent voir maintenant comment disposer les caméras là un peu partout à Lomé. Donc, vraiment, moi, je profite pour tirer chapeau au nouveau ministre, le ministre M. Khalif Nabilba. C'est ça, non? Oui, si. Oui, vraiment, il est venu, il est en train de faire un bon travail. D'accord. Parce qu'il y a trop d'accidents à Lomé. Oui. Et je pense que comme il a fait aussi beaucoup l'Europe, la France, c'est des trucs de la France qu'il veut ramener aussi. Et que ça dit c'est pour le bien du Togo. Vraiment, moi je l'encourage dans ce sens. Sinon, actuellement, ils sont en période de fête. Il faut demander à vos collègues d'investiguer voir. Presque dans tout le pays, ils sont là. Et vraiment, chapeau au ministre Madilva. D'accord, très bien. Pour l'affaire de construction là, oui. Je ne sais pas. Laissons le temps au chef de l'État et à son gouvernement de voir ce qu'il. Ne mettons pas les bœufs devant la charrue. D'accord. Attendons doucement le chef de l'État sera pour le bien de notre pays. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Balo. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler en direct dans l'émission. Il y a un auditeur qui nous dit: aujourd'hui, nous avons des ministres députés actifs.
Est-ce que c'est normal? Kokoroko doit rester à l'Assemblée nationale pour finir d'installer la constitution de la 5e République qu'il a tant défendue. Il doit aller nulle part. Point. Dis donc, cet auditeur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Je vais bien. C'est monsieur? Je salue le plateau. Oui, quel est votre prénom? Monsieur Bako. Monsieur Bako, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Alors? Oui, si, nous vous écoutons. Je vous reçois plus bien. Nous vous écoutons, nous autres. Ah, ok. C'est à propos de Kokoroko. Pardon, il ne faut pas l'amener à l'Assemblée nationale. Qui soit maire de Lomé, ce serait mieux. Il y a trop de... Bon, Lomé n'a pas un seul maire, hein. Monsieur Bako. Lomé a 13 maires, hein. Oui, là. Qui les coiffe tous. Les 13 maires, là. Pardonnez-moi, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Toi, mais tu as vu quand Kokoroko est venu dans l'éducation, tu as vu ce que ça a donné. Merci et bonne émission. D'accord, merci à vous aussi, hein, et bonne journée. Ah oui, c'est fou, enfin, parce que le débat ce matin, c'est pas ce que Kokoroko, mais c'est parti comme ça d'un message d'un auditeur. Le 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Le Bain. Vous voulez aussi intervenir dans l'émission et vous prononcer sur un sujet que nous avons abordé. Vous avez l'occasion. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Sobot Kiro Dabalo. Monsieur Odabalo, nous vous écoutons. Ouais, je vous appelle de Agoy Échangeur. D'accord, très bien. Nous vous écoutons maintenant, monsieur Odabalo. De la route, on met les radars, on n'a pas des trucs, des plaques sur la voie, les limitations de vitesse et consort. Et maintenant, on met les radars. Mais il y a quelque chose qui signifie que voilà, ici c'est interdit de filer ici. Maintenant on met les radars, pourquoi maintenant? Ils n'ont qu'à charger des panneaux d'abord. Et mais dans la route même, il y a les femmes, les bonnes femmes ont pris les trottoirs pour faire les tables. Mais les piétons n'arrivent pas à marcher sur les trottoirs, ils tombent sur la voie et les motos les ramassent, les véhicules les ramassent. Ils n'ont qu'à voir le cas là d'abord avant d'amener les radars. D'accord. Ça, c'est pas logique. Oui, si. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Odabalo. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un autre auditeur qui nous dit bonne émission à vous. On veut que Kokoroko au niveau du ministère de la Justice, pas l'Assemblée nationale. Bon, d'accord, très bien. Si on doit donner la parole d'auditeur pour nous dire là où doit se trouver chaque personne, ça va être compliqué à gérer. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, allô, monsieur Eric, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, nous allons bien. Ça nous fait sourire tous ici. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein? Quel est votre nom déjà? Oui, c'est votre enfant, je dirais Grégoire depuis Agoué. Monsieur Grégoire, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous fait sourire, vous? J'étais venu vous manquer la dernière fois au boulot, mais vous n'étiez pas là. Mais on se verra bientôt. D'accord, très bien. Wow, c'est par rapport au sujet. Les gens se plaignent du professeur de Kokoroko. C'est quelqu'un que nous aimons tous. Vous savez, si quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut le reconnaître. La mauvaise chose vient aussi, il faut toujours déceler cela. Et sinon, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Cet homme, dans l'éducation actuelle que nous vivons... Attendez, il y a une constance au Togo. Hein? Si vous parlez bien de quelqu'un, vous voulez le voir à ce poste, c'est la meilleure manière de ne pas le voir à ce poste. Hein? Ah bon? Oui, bien sûr. Peut-être que vous ne remarquez pas très souvent, mais il suffit que la presse parle d'une personne qui va être nommée ici, c'est sûr qu'il ne sera pas là-bas. Il suffit que la presse parle de quelqu'un qui ne va jamais être là-bas, c'est en ce moment qu'on le voit là-bas. Donc, effectivement, bon, je sais donc pas tenez compte de ça. Du nommé de monsieur Puisse Abretomé à la présence, je ne sais pas. Ah oui, bien sûr. Ouais, voilà. C'est ce qu'on remarque. Sinon, ce monsieur, il a fait pour l'éducation. Ça, on reconnaît. Au début, lorsqu'il intervenait, on disait qu'il fait très dur, mais après, on voit ce que le résultat, ça donne quoi. Alors, pour l'Assemblée nationale, monsieur Eric, vous savez, je crois que le Togo, dans certaines décisions, il n'est pas encore prêt pour les prendre. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux parler de la constitution actuelle. Le fait de dire que chaque fois nous sommes dans la 5e République. Mais la 5e République, on ne la voit même pas.
Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. Sinon, vos collègues ont évoqué certains sujets que j'ai beaucoup appréciés. Seulement, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'apprécie vous, les journalistes, qui intervenez chaque fois dans les médias sur des débats qui sont très pertinents. Je vous remercie et je remercie toute la radio. Merci pour votre appel. On a reçu votre message. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité à la radio. On ne prendra plus d'auditeurs au téléphone. Je vais lire rapidement les messages que nous avons avant de rendre l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit sur TikTok, le diplomate, il dit actuellement les chantiers à l'université sont au ralenti depuis qu'il est parti. Je suis sûr. Un autre qui nous dit: je souhaite que cette émission à la gare routière de l'information puisse être rediffusée dans la soirée entre 21h et 22h. Il y a déjà eu une émission qui est là, bien calée et difficile à déplacer. Donc votre demande n'a pas beaucoup de chance d'être donc suivie. Doléance, ok, très bien, on verra bien. Un autre auditeur qui nous dit ceci: je ne pense pas que Kakonou Bouko va s'aventurer dans ce bourbier qui peut capoter à tout moment, car cette nouvelle constitution est un piège à con. C'est ce que dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit: on veut M. Kokoroko comme président. Où? Bon, on va s'arrêter là. On s'arrête là. Messieurs, merci beaucoup. Oui, Acha Ibrahim, vous voulez passer rapidement avant de placer le... Oui, c'est par rapport au problème de la cascade, parce que ça me tient à cœur. La façon dont les choses se passent là-bas et que on sent des récriminations, il va falloir que le ministre du Tourisme voit la chose en même temps. Les cadres du milieu doivent se concerter aussi et aller en concertation avec les natifs du milieu. Je veux parler du chef de boulot et ses notables et tout ça là, pour qu'on puisse trouver une issue honorable à ce projet d'aménagement de la cascade. Et c'est important. Merci beaucoup à Olivier Adja. Oui, merci, cher grand citoyen d'État. Il faut dire aussi, donc, parce que quelqu'un pose la question de savoir si, je crois, la dernière question qu'on répondait. Ah oui. Donc, il posait la question par rapport à la constitution du nouveau gouvernement. Non, donc, les choses iront donc, dans les 12 mois et on verra bien. Et d'ici là, les institutions vont s'installer, vont être mises en place jusqu'à ce que le chef en tout cas le chef du parti majoritaire sera le président du Conseil des ministres. Il est déjà connu, donc on attend que la procédure normale et que l'installation du Sénat, du président du Sénat, et donc avant d'avoir tout ça là. Très bien. Écoutez, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit ceci. Alors, s'il vient, il veut parler de Kakonou Bouko. S'il vient, il n'acceptera pas le poste de Premier ministre pour travailler avec ses anciens ministres, beaucoup plus partisans que travailleurs. Il risquerait de démissionner tôt, comme Monsieur Komla Mali. C'est ce que dit l'auditeur. Puis il y a un autre qui nous dit il ne veut plus continuer pour conviction personnelle. Je ne sais pas de qui est-ce qu'il veut parler. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mes chers confrères. Merci Olivier Adja. Merci à Acha Ibrahim. Merci également à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Tout à l'heure, dans 10 minutes, le journal parlé sur la radio Taxi FM Lomé. Ce sera avec Hugues Vignon à Tikpo. Et puis à 13h, je serai avec Maître Florent Avocat. On parlera de la spiritualité. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur la radio et sur TikTok. Au revoir.